Bienvenue à la vidéo qui remplace le cours du lundi 11 mars de 2h à 3h50. La section couverte est principalement la 2.3 du manuel. Je vais présenter quelques exemples et vous inviter à faire une pause dans la vidéo pour essayer par vous-même quelques exercices. La méthode de résolution va être appliquée systématiquement à tous ces exemples. La méthode peut être trouvée en page 249 dans la section 2.6, donc un peu plus loin dans le manuel. Je vous encourage fortement à visionner la vidéo avec un écran plus grand que celui d'un téléphone cellulaire si possible, pour ne pas manquer des détails fins dans les diagrammes, dans les équations. Je vais supposer que vous pouvez faire pause à tout moment pour prendre des notes ou penser, donc le débit va être un peu plus rapide qu'en classe. Je vous encourage à poser des questions par Mio ou par Teams pour les passages ou concepts moins clairs. Les notions antérieures qui vont être utilisées sont la deuxième loi de Newton, F égale ma, qui se décline en composantes X et en Y et devient notre principal outil. La feuille du tableau des types de forces que j'ai distribué en classe et qui va servir d'aide-mémoire pour bien établir les modules de force et bien comprendre comment leur sens s'oriente. Finalement, la décomposition vectorielle, puisque c'est fréquent de passer d'un module calculé pour une force vectorielle vers les composantes XY. Le module agit comme l'hypoténuse d'un triangle rectangle et les composantes agissent comme les cathètes. La méthode qu'on va appliquer se résume toujours aux mêmes étapes. 1. C'est comprendre la situation et choisir quel objet on veut étudier. Le choix va être évident dans les problèmes aujourd'hui, mais pourrait l'être un peu moins dans les semaines qui s'en viennent. 2. Déclarer un système de coordonnées X et Y. La position de l'origine n'a pas vraiment d'importance ici, contrairement à la cinématique dans le chapitre 1. Ce sont les sens des axes X et Y qui sont importants seulement. 3. Dessiner les forces sur le dessin, soit qui est fourni ou soit le vôtre. Optionnellement, ou en remplacement à l'étape 3, faire un diagramme de force sur un point. Ça permet de mieux voir les orientations des vecteurs et plus facilement comprendre comment les décomposer. Avec l'habitude, on tend à seulement utiliser ce diagramme si on veut comprendre bien la situation intuitivement. 4. Décomposition des vecteurs qui en ont besoin. Tout vecteur dit en diagonale dans notre système de coordonnées aura besoin d'être décomposé en X et en Y pour envoyer chaque composante X et Y dans les deuxièmes lois de Newton X et Y. Il faut faire de la trigo. On a l'option de le faire classiquement ou bien de le faire avec les angles polaires, comme dans le labo de la table de force. 5. Utiliser les deuxièmes lois. Se préparer mentalement qu'on a possiblement besoin des deux X et Y. 6. Résoudre et trouver ce qui est demandé. Essayons un problème avec la plus facile des forces de contact, les tensions de corde. Un bon numéro pour tester la méthode est le 2.3.5. Comme on peut voir, c'est une situation d'équilibre de force entre deux cordes sous tension et une masse suspendue, pour un total de 3 forces qui s'appliquent sur l'anneau central. On cherche à connaître les modules de tension T1 et T2 dans les cordes en Newton. Rappel, les modules des tensions vont toujours être positives. Les composantes peuvent être positives ou négatives dans nos axes XY. Étape 1 de vedette du problème, c'est évidemment l'anneau qui est au centre de l'action et subit les forces. Étape 2, pas besoin d'être créatif et on prend le bon vieux système standard. Si on consulte notre aide-mémoire sur les types de forces, on peut se rappeler que les cordes idéales vont uniquement tirer et non pousser vers les objets. Donc, l'effet sur l'anneau par la tension de chaque corde veut dire que les forces au point d'attache sont vers la direction d'une corde, avec comme sens vers l'intérieur de cette corde. Ça donne le diagramme des tensions comme ceci. On remarque aussi qu'il n'existe pas de formule directe pour calculer d'avance les tensions dans la corde, et c'est correct. Les tensions sont là souvent pour équilibrer le reste de la situation, donc les valeurs s'adaptent aux autres. On doit les laisser comme inconnues jusqu'à la fin et les déduire avec l'algèbre. La prochaine force est assez simple, c'est la masse de 2 kg qui tire l'anneau vers le bas. Même si techniquement on dit que l'anneau est idéal et n'a pas de masse lui-même, donc pas de poids m fois g, la masse m qui est accrochée en dessous va avoir le même effet de transmettre l'équivalent du poids de 2 fois 9,81 à l'anneau. Un peu comme dans notre lab de table de force avec les masses accrochées au bout des cordes. Ceci complète donc notre étape 3 d'identification de toutes les forces agissant sur notre vedette et de comprendre comment les vecteurs sont pointés. La prochaine étape nous demande de décomposer la seule force qui est en diagonale, ici la tension de la corde 2.
L'angle qui est donné dans le problème est celui entre le plafond et la corde 2, mais rapidement, je peux me servir de l'angle alterne interne. Les deux sont de 45 degrés. Je peux donc utiliser module fois cos 45 pour la composante en X et module fois sin 45 pour la composante en Y. Comme il n'y a pas d'autres vecteurs en diagonale, je peux passer à l'étape suivante. L'étape 5 est de correctement placer chaque effet de chaque force avec le bon sens, avec les bons signes plus et moins, dans les deuxièmes lois de Newton. J'inclus une ligne optionnelle ici pour être le plus clair possible sur ce qu'on fait, mais avec l'habitude, on a tendance à omettre cette ligne pour aller un peu plus vite. Par contre, l'avantage ici est de se forcer à penser à tout ce qui agit comme composante de force et à penser aux signes plus ou moins de chaque. À la prochaine ligne, je mets les composantes en choisissant consciemment le signe de chaque morceau, en m'inspirant du diagramme de force et comment les forces agissent dans mon système de coordonnées choisi. On remarque que le côté droit des deux équations est posé à 0 parce qu'on a affaire à un problème d'équilibre statique avec une accélération de 0 mètres par seconde carré dans chaque direction. Je commence par le côté dit plus facile, celui des Y, simplement parce que je remarque qu'il y a une seule inconnue, donc je vais pouvoir trouver sa valeur. Conseil, n'hésitez pas de passer rapidement aux chiffres en décimales, ça ne sert à rien de traîner des termes en cos et en sin trop longtemps, et même ça peut nuire à vos retranscriptions et à vos calculs lorsqu'on traîne continuellement trop de bagages d'une ligne à l'autre. On finit par trouver le module de T2, 27,75 Newton. Remarquez que si mon but est de viser à avoir 3 chiffres significatifs, c'est une bonne idée d'en garder un peu plus dans les calculs intermédiaires. On va ensuite du côté gauche et mettre cette nouvelle information dans l'équation en X, et on finit par trouver rapidement l'autre module de tension T1. Le problème est fini. Maintenant, je vous invite à essayer un autre numéro similaire, le 2.3.8. C'est la même situation, mais les deux cordes sont maintenant en diagonale. Faites pause et tentez de voir si vous vous rappelez de toutes les étapes. Go! OK, maintenant que je remarque que vous n'avez probablement pas fait pause, voici la solution détaillée. Vous pouvez faire pause pour la consulter. Il y a plusieurs chemins possibles avec l'algèbre, j'en présente seulement un ici. Pour mon troisième exemple, on complique un peu les choses avec le système de coordonnées en plaçant un objet qu'on laisse aller dans une glissade sans friction dans un plan incliné. Une question possible serait de trouver le module de l'accélération. Donc, peu importe notre système de coordonnées, on doit donner une valeur positive lorsqu'on va le trouver. N'oubliez pas que le module est toujours positif. C'est des composantes qui peuvent être soit positives ou soit négatives, mais ça dépend du choix qu'on a pris pour le système de coordonnées. Donc, je vais en prendre un qui est un peu non standard. Le voici. Même si le choix est absolument libre, c'est très payant de se réserver un axe le long de la direction du mouvement anticipé, disons le X. L'axe des X va donc être parallèle au plan incliné en suivant son angle par rapport à l'horizontale. L'autre axe des Y n'a pas le choix d'être perpendiculaire, donc sera orienté un peu vers le haut, vers la gauche. On fait ce choix pour éviter des décompositions inutiles, puisque les forces de contact suivent le sens des surfaces d'appui, et la normale d'appui est naturellement le long de Y. Les frottements, lorsqu'il y en a, sont naturellement le long de l'axe de la surface. Ici, la seule force qui sera non alignée selon un des deux axes, X et Y, va être juste le poids. Je reviens avec ma notion de diagramme de force sur un point. Si on remplace le dessin actuel par un diagramme des forces agissant sur un point, ça devient un peu plus clair pour les décompositions des forces et des liens entre les forces de contact et la surface d'appui. Attention de ne pas se tromper lorsqu'on décompose le poids. Pour être sûr de ne pas se tromper, n'hésitez pas à dessiner des lignes de construction au début et à la fin d'un vecteur qui serait en diagonale. En rejoignant les lignes de construction, on finit par trouver une figure de triangle rectangle où les cathètes sont soit alignées selon X, soit selon Y. On voit souvent des gens prendre une espèce d'hybride des deux systèmes de coordonnées, mais ici, ça ne fonctionne pas puisque la force du poids, son hypoténuse censée pointer vers le centre de la Terre, doit être le côté le plus long puisque c'est associé à cette hypoténuse. Mais dans ce mauvais dessin, le poids n'est clairement pas le côté le plus long du triangle rectangle. Donc, comme problème, trouvons l'accélération selon X si on laisse aller ce bloc de 8 kg sur une surface sans friction.
Encore une fois, je vais faire pause pour que vous puissiez l'essayer. Allez-y. Et voici la solution. La décomposition du poids va ressembler à ceci. L'étape de la deuxième loi de Newton va ressembler à ceci. Et la réponse est 3,355 mètres par seconde carré. Ici, même la composante en X est positive à cause de notre choix du système X qui s'en va vers le bas positivement. De toute façon, on doit donner un module, donc même si on avait choisi le X vers le haut du plan incliné, on aurait dû donner quand même un module positif, peu importe. Dans le fond, quand on demande un module, c'est parce qu'on veut avoir une espèce de réponse neutre qui est un peu indépendante du choix du système de coordonnées qu'on a imposé ou choisi. Et quand on demande une composante, ben, souvent, c'est parce qu'un système a déjà été choisi en avance pour nous. Donc, on doit se plier à ce choix-là. Donc, ça complète le cours d'aujourd'hui. Vous êtes capable de faire les exercices de la section 2.3, puis peut-être même prendre un peu d'avance dans certains numéros qui ne vont pas trop insister lourdement sur le frottement, puisqu'il y a des règles spéciales à voir là, par rapport à ça. Le frottement, c'est une nouvelle force de contact qui va se faire selon l'axe des X, si on l'avait ajouté dans cet exemple-là ici qu'on voit à l'écran, par exemple. Mais on doit gérer deux types de frottement, le cinétique et le statique, selon certaines conditions. Mais sinon, beaucoup d'exercices imposent déjà des situations d'équilibre, comme on a vu. On met les accélérations à zéro dans l'équation de deuxième loi de Newton, mais d'autres problèmes où on laisse le mouvement s'exprimer librement, on doit laisser une inconnue, comme c'était le cas dans la composante X ici. Par contre, si vous remarquez bien, la composante Y avait été imposée à zéro pour l'accélération, puisqu'il n'y a pas de mouvement qui va se faire avec le bloc, qui va soudainement décoller vers le ciel ou rentrer dans le plan incliné, ce serait un peu absurde. Donc, bonne fin de semaine de relâche et on se voit bientôt.